Bonjour Anne Toulouse. Bonjour. Vous êtes franco-américaine, vous publiez Bienvenue en Trumpie, votre nouveau livre chez Stock. Vous êtes vraiment une spécialiste des États-Unis. Vous avez été longtemps la correspondante d'RFI. On attend une semaine importante pour Donald Trump. Ça fait pratiquement un an maintenant, bientôt un an, qu'il a été élu président des États-Unis. Je disais une semaine importante parce qu'on attend peut-être des révélations sur l'influence de la Russie dans cette élection. Qu'est-ce qui peut se passer aujourd'hui ? Oh, il peut se passer l'annonce d'inculpation dans l'entourage de la campagne Trump. Bon, mais maintenant, vous savez, la Russie, c'est devenu un feuilleton, un peu comme toute la présidence Trump. C'est comme je le dis dans le livre, hein, c'est un peu comme le slogan d'un grand magasin. À chaque instant, il se passe quelque chose. Donc, oui. Le problème avec le feuilleton de la Russie, où on soupçonne des membres de l'entourage de Donald Trump d'avoir eu des contacts avec la Russie. Alors, est-ce qu'il est sûr que la Russie a essayé de se mêler de cette campagne? Maintenant, quel a été le répondant? Quelle sera l'importance? Ça, c'est encore un dossier complètement ouvert. Vous savez, il y a plusieurs enquêtes. Il y en a une qui est celle d'un procureur nommé après que Donald Trump se soit séparé du directeur du FBI. Et puis, il y a une enquête du Congrès. Donc, tout ça, c'est un enchevêtrement de soupçons qui, pour l'instant, ne sont pas vérifiés, mais qui sont, je dirais, une distraction permanente de ce que devrait être la première année d'une présidence. Oui. Un peu comme l'était l'affaire Monica, si vous voulez, sous Bill Clinton. Oui. On ne parle que de ça, et puis pendant ce temps-là, la présidence continue. Est-ce que réouvrir le dossier Kennedy, c'est aussi une distraction pour Trump, ce qu'il a fait ? Sa décision de l'ouvrir, oui, mais sinon, on arrivait à une sorte de maturation du dossier où toutes ces révélations peuvent devenir publiques, et c'est le choix du président de le faire. Oui, je pense que c'était quelque chose qui, à un moment, détourne l'attention. Mais en même temps, est-ce que Donald Trump a intérêt à détourner l'attention maintenant, alors que c'est une semaine extrêmement importante où il doit présenter une des réformes les plus attendues La réforme fiscale, une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens ont voté pour lui. La réforme fiscale, en plus annoncer la nomination d'un nouveau président de la Fed, il part faire une tournée en Asie. Donc, vous voyez, je pense que son intérêt en ce moment, ce serait de recentrer l'attention sur sa présidence et sur ce qu'il va faire. Oui. Vous avez un chapitre dans ce livre, vous dites les États-Unis ou les États désunis. Finalement, c'est ça le bilan un an après l'élection de Trump ? Alors, oui et non, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup... Alors, vous savez, ce livre, d'abord, je ne l'ai pas écrit pour faire un énième livre sur l'analyse de la politique américaine. Il y a beaucoup de gens qui s'en chargent, aux États-Unis et ailleurs. Moi, j'ai essayé de jeter mon regard de Trumpienne sur cette actualité. C'est-à-dire que, bon, c'est le pays dans lequel je vis. Je vois que l'élection... Enfin, c'est non seulement l'élection de Donald Trump, mais le problème, c'est que les États-Unis, c'est à la fois un pays qui est extrêmement connu, le pays le plus connu, le plus fascinant de la planète, mais aussi le plus mal connu, qui fonctionne à travers des clichés. Donc, par exemple, vous tordez le cou à certains clichés, notamment de dire c'est une Amérique pauvre, exsangue, qui a porté Trump au pouvoir. Pas du tout. Pas du tout. Hein. Vous voyez, bon, ça y a peut-être contribué, mais en même temps, quand vous regardez au lendemain de l'élection, l'analyse de l'électorat, vous avez des gens dans toutes les situations sociales. Et cette idée, par exemple, d'un Middle West pouilleux, avec des usines rouillées et tout ça, ce qui met les gens du Middle West dans une fureur noire, c'est parce que le Middle West est une des régions les plus prospères des États-Unis, avec des endroits, effectivement, où l'industrie est sinistrée. Oui. Mais en même temps, vous avez 10 des États les plus riches des États-Unis. Donc c'est complètement c'est absurde. Oui. Et en même temps, ce que vous nous décrivez dans ce livre, Anne Toulouse, c'est un président bien installé, finalement, un an après son élection. On se dit, finalement... Aussi bien installé qu'il n'a jamais été. Parce on est loin de l'empêchement qu'on prononçait quelques jours après son élection. On disait, va peut-être être renversé. Ça a été un peu le problème. C'est quand vous voulez impeacher quelqu'un au lendemain de son élection, ça ne fait pas très sérieux. Il faut attendre un impeachment, c'est une procédure. Il faut attendre qu'il y ait les preuves, il faut attendre qu'il y ait les circonstances, il faut attendre qu'il y ait la volonté, toutes choses qui ne sont pas réunies aujourd'hui. Je ne dis pas que ce ne sera pas réuni dans l'avenir, mais ça n'est pas réuni aujourd'hui. Donc c'est vrai que Donald Trump est arrivé, on attendait le pire de lui, et il a été élu, ce qui est absolument ahurissant, avec une cote de popularité négative, puisqu'il était à 40%. Oui, il a toujours une cote de popularité de plus en plus négative, même. C'est toujours 40% plus, 40% moins. Vous savez, je ne raisonne pas tellement sur des émotions ou sur des impressions, je raisonne souvent la plupart du temps sur des faits et souvent sur des chiffres. Et ce que je vois, c'est que la cote de popularité, ça a toujours été 40% plus, 40% moins, ce qui veut dire qu'on est toujours dans la marge d'erreur statistique. Donc ça veut dire qu'il serait réélu alors si l'élection avait lieu demain? Je n'en sais rien, oui, ça dépend qui sera en face de lui.
Ça dépend qui sera en face de lui. Mais en même temps, je ne me lance pas tellement dans cette prospective. Moi, ce que j'ai essayé d'expliquer, d'abord, on voit toujours la présidence Trump avec, d'une façon extrêmement dramatique, comme si une catastrophe sans nom s'était abattue sur les États-Unis et que les gens ne s'en relèvent pas. Moi, j'ai essayé de regarder ça avec un œil à la fois ironique, et j'aime bien voir le côté drôle des choses. Je trouve qu'on n'écrit pas assez de livres drôles. Oui. Alors, toute une c'est partie... drôle parce que vraiment, vous parlez de ce président Twitter, vous dites finalement une certaine partie de l'Amérique ne dort plus parce qu'il envoie des tweets tout le temps. C'est sa manière d'exagérer en permanence les choses. Et puis surtout, j'explique qu'il n'est pas le premier, parce qu'on voit toujours les États-Unis un peu à l'échelle des autres pays du monde, qui sont des pays, beaucoup, notamment en Europe, sont des pays installés depuis des millénaires. C'est Margaret Thatcher qui disait « on raisonne sur l'Europe en millénaires et sur les États-Unis en siècles », parce que le pays a 230 ans d'existence. Et il a été créé avec des hommes nouveaux, avec des gens qui étaient des pionniers. Il y a toujours cet esprit pionnier. Le dernier État américain, Hawaï, est dans l'Union depuis, un peu plus de 70 ans. 70 ans, d'ailleurs, je crois. Donc, c'est avec des hommes neufs et des hommes hors du commun. Et ce que j'explique, c'est que si on avait tweeté même à l'époque, je ne sais pas, des premiers présidents. Par exemple, je parle du président Monroe, qui était le 4e président des États-Unis, si j'ai bonne mémoire, qui a poursuivi son vice-président armé d'un tisonnier. Oui, ça se passait à la Maison. Ça se passait dans la Maison-Blanche. Il y a un président qui jouait la porcelaine au poker. Il y a un président qui jouait la porcelaine au poker. Vous citez un autre président qui faisait un drôle de truc dans sa salle de bain. C'était Lyndon Johnson. Alors ça, si Lyndon Johnson avait été l'objet de la même curiosité, et aussi si les social media, comment vous appelez ça en français, les réseaux sociaux avaient existé à cette époque, ça aurait été un feuilleton permanent. Oui, parce que vous dites qu'il s'était fait installer une douche pour laver une certaine partie de son corps. Il a voulu, mais le plombier de la Maison-Blanche... C'est-à-dire une certaine partie de son corps, on va dire quoi? Son pénis, qu'il appelait Jumbo d'ailleurs, parce qu'il en était très fier. C'est ça la Maison-Blanche en fait. Ça a toujours été finalement le règne... Oui, il obligeait ses collaborateurs à le suivre aux toilettes pour finir la conversation. Il a obligé... Moi, ce que j'ai trouvé le plus drôle, c'est qu'il a reçu Billy Graham, vous savez, le grand prédicateur américain, et Lyndon Johnson. À l'époque, il y avait une piscine à la Maison-Blanche, et il se baignait toujours nu. Oui. Et il a dit à Billy Graham, si vous voulez parler avec moi, venez avec moi. Il l'a obligé à se déshabiller, et ils se sont baignés nus tous les deux, et ils ont prié nus dans la piscine de la Maison-Blanche. Finalement, Trump, c'est pas le pire, même si vous dites d'ailleurs, l'élection en fout. Ça l'a pas rendu plus fou, Donald Trump. Non, Donald Trump, alors c'est aussi ce que je voulais montrer à travers ce livre, c'est que c'était totalement, je ne sais pas, naïf de penser que Donald Trump allait changer en devenant président. Je dis, c'est pas Donald Trump qui va devenir président, c'est la présidence qui devient trumpienne. Parce qu'il a 71 ans. Ce n'est pas un âge où on est favorable au changement. Et d'ailleurs, je cite des études psychologiques qui montrent qu'on reste ce que l'on est. Oui. En plus, pourquoi aurait-il changé? Il était très content de ce qu'il était. Ça lui a réussi. Il a eu une carrière de businessman extraordinairement fructueuse. Après, il arrive, il fait une campagne, tout le monde dit il fait ce qu'il ne faut pas faire, il est élu. Pourquoi voulez-vous qu'il change? Merci. Il n'a pas changé. Merci Anne Toulouse. Bienvenue en Trumpy, publié chez Stock, déjà 1 an après l'élection de Donald Trump à la Maison-Blanche. Merci d'avoir été avec nous.